J'ai des lettres à toutes les sessions de refus au bac en droit. J'ai 13 ans d'accumulation de lettres de refus. Non! Oui. 13 ans d'accumulation d'aides de refus. Est-ce qu'on peut juste le mettre dans le contexte sur n'importe quel projet que vous avez dans votre tête, comme ça n'a pas marché du premier coup, ça n'a pas marché, tu as 13 ans de lettres de refus. Oui, 13 ans de lettres de refus au bac en droit. La lettre que j'espérais plus arrive. Tu as été admise. J'ai été admise. Au bac en droit pour devenir avocate. Oui. Après 13 ans à me faire dire non. Allô, allô, j'espère que ça va bien. Je te souhaite la bienvenue à Impacter le monde. Aujourd'hui, attache ta tuque. On va avoir une discussion incroyable sur le droit et comment l'appliquer même dans sa maison, avec ses enfants, avec son conjoint, avec ses partenaires d'affaires, avec ses collègues de travail. Parce que oui, on va parler de négociation. Mais avant, quand vous allez entendre le parcours académique, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs chemins pour se rendre au sommet. Maude Simard, parajuriste, future avocate, comment ça va? Ça va bien, Es-tu Karine? prête à impacter le monde? Oui, merci de me recevoir. Ça me fait tellement plaisir quand on a échangé ensemble sur ton parcours académique qui va t'amener à finalement avoir officiellement le titre d'avocate. D'ici quoi? Éventuellement. 2 ans? À peu près. J'ai été renversée parce que je me suis dit, OK, attends, il y a plusieurs chemins pour se rendre là où on veut aller. Absolument. Tu arrives d'un parcours, puis là, surtout si vous avez des adolescents en ce moment où, je sais pas, où vous en êtes dans votre cheminement, là, qui rushent à l'école, là, vous allez vouloir leur faire entendre aussi cette partie d'entrevue. Oui, parce qu'on part avec l'idée préconçue que les avocats ont été assermentés à 24 ans puis ont commencé leur carrière tôt. Moi, je vais être dans la situation où je devrais techniquement être assermentée passé 40 ans. Parce qu'au niveau académique, c'était pas la joyeuse promenade à l'école, là. C'était ardu, c'était compliqué, il y avait des échecs. Effectivement, j'étais une adolescente pas facile, disons. Ce qui a fait en sorte que quand je suis arrivée en secondaire 5, j'ai eu des échecs à certains cours, me rendant inadmissible au cégep. Je me suis assise sur ces échecs-là au début en me disant, ben tant pis, je vais travailler tout simplement, puis on verra. Alors, j'ai commencé à travailler dans une boutique en faisant pas grand-chose avec ça, avec ma lettre de refus, puis bon, tant pis. Puis après ça, j'ai dit, ben, je pourrais au moins aller aux cours adultes, tu sais, aller chercher ce qui me manque pour voir ce que je ferai. Moi, je rêvais déjà à ce moment-là de devenir avocate, mais vu la tournure que prenait ma vie, c'était comme C'est impossible. Est-ce que tu avais même mis ça de côté complètement? en partie. Oui. Parce que je me disais, c'est trop une grosse côte à remonter. Tu sais, je rentre même pas au cégep en sciences humaines, pas de maths. Fait que c'est mal parti. Et comment tu as réussi à avancer puis à faire ces petits pas académiques qui t'ont permis de t'inscrire au doctorat quand même, là? Tout à fait. Là, on parle juste remettre dans le contexte, là, puis vous pouvez l'appliquer, là, oui, au niveau académique, mais dans toutes les sphères de notre vie où on pense que c'est impossible. Je trouve que ton histoire est tellement inspirante où limite décrochage, échec, laisse tomber ton rêve, mais il y a quelque chose qui te pousse quand même à avancer. Absolument. Là, je me retrouve, c'est ça, aux gros adultes, à regarder autour de moi, puis à me dire, ben ma vie, ça va être ça, travailler dans un dépanneur, puis c'est tout. Ça a suffi pendant un temps, mais il y avait toujours quelque chose qui revenait, même si ma vie allait pas bien, c'était pas super stable, je vivais plus chez mes parents, ça allait pas super bien. J'ai réussi à aller chercher ce qui me manquait pour m'inscrire au cégep. Puis j'ai vu un orienteur pendant mon parcours aux adultes en disant, ben tu sais, je peux plus dans ma situation passer par un pré-universitaire parce que, tu sais, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner ma vie. Puis là, je parle de mon rêve de devenir avocate, ça se peut plus vraiment. Il dit, mais t'as-tu pensé faire une technique juridique? Ah, ça ouvre une perspective que j'avais pas vue. Ça me permet de toucher au domaine qui m'intéresse, mais d'avoir un métier dans un nombre d'années qui se peut.
Fait que je rentre en technique juridique. Par contre, je vis pas chez mes parents, je subviens à mes propres besoins. Ma vie va pas bien, je suis encore pas très stable. Donc, je fais une année de technique et je lâche l'école. C'est pas pour moi, je réussirai jamais, il n'y a pas de façon. Je me barre les pieds, je continue mon travail que je fais là, puis tant pis, l'école, c'est pas pour moi. Un an plus tard, je retourne à l'école et je viens à bout de finir ma technique juridique. J'ai 23 ans quand je fais... 23 ans quand je termine finalement ma technique juridique. Fait que c'est pas gagné. Puis là, évidemment, avec un abandon en plein milieu de session, sans avoir abandonné officiellement mes cours auprès de l'institution, en ne justifiant pas pourquoi je m'en allais, j'ai anéanti ma moyenne. Alors, même si en revenant, j'avais des bonnes notes, cette session-là m'a suivi tout le reste de mon parcours. Alors, évidemment, ça se raplombe, ça va bien, je commence mes stages et j'adore ça, j'en mange. Fait que là, je me dis, hey, mais là, je pourrais travailler dans mon domaine puis aller à l'université à temps partiel. Je m'inscris à l'université, lettre de refus, évidemment, je ne suis pas admissible en droit. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'aime vraiment ce que je fais. Je veux pas arrêter là. Je suis avide de connaissances. Puis, tu sais, là, ma vie va mieux. Je suis plus vieille. Je me suis raplombée. Je dis, bon, ben, je vais essayer le certificat en droit. Je vais voir. J'ai adoré ça. J'allais à l'université 4 soirs semaine en travaillant à temps plein. Fait que je faisais que ça. Travailler, étudier, faire du droit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, à la fin de mon certificat, j'ai dit... Je veux devenir avocate. Je veux devenir avocate. Là, je veux tellement, c'est tellement, en dedans de tellement, toi, là, c'est oui. profond, là. Fait que j'ai dit, bon, ben je vais compléter mon bac. Fait que j'ai fait un multidisciplinaire avec une majeure en droit puis une mineure en sciences politiques. Ce que je savais pas, c'est que de faire ce baccalauréat-là me nuisait, même si j'étais dans mon domaine, parce que j'aurais dû faire un baccalauréat hors de mon champ d'études avec un facteur de conversion plus fort pour aider ma moyenne. Bref, je me suis tirée dans le pied en faisant ça, même si je faisais ce que j'aimais. Fait que je me suis questionnée. Puis là, moi, je continuais de faire des demandes à toutes les sessions. Je pense que j'ai des lettres à toutes les sessions de refus au bac en droit. J'ai 13 ans d'accumulation de lettres de refus. Non! Oui. 13 ans d'accumulation de lettres de refus. Est-ce qu'on peut juste le mettre dans le contexte sur n'importe quel projet que vous avez dans votre tête, comme ça n'a pas marché du premier coup, ça n'a pas marché, tu as 13 ans de lettres de refus. Oui, 13 ans de lettres de refus au bac en droit. C'est fascinant. Fait que pendant ces 13 ans-là, j'ai eu le temps de faire ce premier bac-là. Après ça, je me suis dit, bon, ben je regarde les critères pour être admissible à la maîtrise en droit des affaires parce que là, j'ai accumulé pas mal d'expérience de travail. Je fais du droit des affaires, j'aime ça, je veux pousser. Je dis, ben, j'ai pas le bac en droit, mais je pense que je suis admissible. À la maîtrise. À la maîtrise. Fait que j'ai monté mon dossier, j'ai écrit les lettres, tout ce que ça prenait, puis j'ai réussi à être admise en maîtrise en droit des affaires. Mais jamais en bac. Au bac. Mais à maîtrise. C'est trop incroyable. À cause du contingentement. Wow. Puis là, tu continues, tu fais ta maîtrise. Je continue, je fais ma maîtrise. Et puis là, une fois ma maîtrise complétée, je m'assois avec mon agent de gestion des études à l'université, puis elle dit « Hey, ta moyenne de maîtrise est tellement forte que on va réussir à te faire admettre au bac facilement. » Fait que je suis comme « Oh yes, enfin! » Et là, coup de théâtre, je parle le lendemain, puis j'entends sur la ligne qu'il y a de quoi de pas correct. Je dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Elle dit « Le règlement des études n'est pas fait pour quelqu'un qui revient en arrière. Fait qu'on est au même point qu'avant ta maîtrise. Tu n'es toujours pas admissible. Puis il n'y a rien que je peux faire. » OK. J'ai tellement pleuré. Je comprends. Mais qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est vraiment la question. OK, je peux pleurer encore, mais là, je m'en vais où? Je fais quoi? En fait, j'ai communiqué avec des plus hautes instances à l'université. Ils ont considéré une modification au règlement des études pour le rendre plus admissible à plus de gens. Ça n'aidait pas mon cas à moi, mais ça faisait en sorte quand même de considérer certains étudiants qui n'étaient pas admissibles avant. Fait que ça a fait son chemin quand même dans les bureaux de l'université. Puis, en ce qui me concerne, j'ai dit, bon, ben, je suis pas prête à abandonner, je suis pas prête à arrêter. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, écoute, je vais m'inscrire au doctorat. Fait que tu continues. Je me suis trouvé un professeur qui acceptait de me superviser.
J'ai fait approuver mon projet de thèse par la faculté. Tout est beau, tout est passé. Fait que j'ai commencé mon doctorat. Et là, arrive la COVID. Puis là, je me dis, ouais, mais maintenant, là, les cours sont tous à distance. Je suis plus limitée à l'Université Laval. Fait que là, je me mets à éplucher tous les règlements universitaires de toutes les universités qui donnent le bac en droit au Québec puis à Ottawa. Et je me rends compte qu'à l'UQAM, il y a une possibilité d'admission sur base de CV. Fait que je me dis, ben, je vais l'essayer, ça coûte rien. Et toi, tu veux tellement devenir avocate puis être admise au barreau que tu as lu les règlements de toutes les universités pour voir où était l'espace pour pouvoir entrer. Oui. Toi, un contrat, tu dois... Je peux juste imaginer que quand on te fait lire un contrat, il n'y a pas grand-chose qui te passe entre les... Il n'y a pas grand-chose que tu vois pas. Pas vraiment. Fait que Mais c'est surtout, je suis quelqu'un de tellement déterminé, quand on me dit non, c'est juste une base pour commencer à négocier. on va parler de la négociation. Attention, vous allez vouloir appliquer ça avec vos adolescents, c'est certain, si vous avez des ados à la maison. Fait que tu as trouvé, pas la faille, parce que c'est pas une faille, mais tu as trouvé le règlement qui allait dans ton sens, qui te permettait de m'essayer. De t'essayer. Puis là, pendant le processus, j'apprends qu'il y a 8 places pour à peu près 2000 demandes. Fait que je fonde pas trop d'espoir là-dessus, mais je me dis, je vais quand même faire le processus. Puis, tu sais, il y a des tests psychométriques, il y a des entrevues, il y a beaucoup de documents à fournir, des lettres de recommandation. Et finalement, au terme de 6 mois de processus, la lettre que j'espérais plus arrive. Tu as été admise. J'ai été admise. Au bac en droit pour devenir avocate. Oui. Après 13 ans à me faire dire non. Oh. Si ça vous donne pas une petite poussée pour aller de l'avant avec votre projet que vous avez oublié, s'il vous plaît, revisitez votre façon de penser. Oui. Et là, ben, du temps s'est passé, les confinements se sont assouplis, puis moi, j'ai été acceptée pour, dans le fond, l'année suivante. Et à ce moment-là, les cours reviennent en présentiel. Moi, je suis dans la région de Québec et j'ai été acceptée à l'UQAM. Et là, je me dis, ben, je pourrais pas y aller, ce sera pas possible. Là, mon chum me dit, non, tu as travaillé trop fort, on va s'arranger. Mais là, je suis dans la situation où j'ai 35 ans, je suis mère de famille, on a notre entreprise. Vous avez un bureau d'avocat, toi et ton amoureux. Ouais. Effectivement. Donc, c'est pas nécessairement simple, mais mon chum me dit, non, on va aménager nos horaires. Il faut absolument que tu y ailles. Tu as travaillé trop dur pour juste baisser les bras. Donc, voilà, ça fait 2 ans que je suis mes cours à Montréal. J'ai plus que la moitié de mon baccalauréat de fait. Et d'ici 2 ans et demi, ou à peu près, en tout cas, tu vas être officiellement maître Maude Simard. Oui. Quand je dis ça, est-ce que ça te donne un petit frisson? Tu as toujours adoré le droit, puis tu es devenu... Puis c'est incroyable dans le parcours, puis c'est ce que j'aime vraiment mettre en relief à toutes ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Tu es directrice générale du cabinet d'avocats. Oui. T'en sais plus que bien des gens qui ont déjà leur barreau et qui sont officiellement avocats. Disons que j'ai beaucoup d'années de pratique. J'ai vu beaucoup de dossiers, beaucoup de clients. J'ai travaillé sur beaucoup de transactions. Donc, puis j'ai des études aussi qui ont pu soutenir cette expérience-là. Donc, j'en sais pas mal. Et tu tripes au plus haut point encore aujourd'hui. Tout à fait. Tu me parlais de l'éducation que tu veux faire, puis on va en parler dans quelques instants parce que tu t'es assuré aussi que de donner de l'information, parce que se payer un avocat, bien, des fois, c'est requis, des fois, c'est nécessaire, des fois, ça ne fait pas partie de nos priorités. Fait que comment on peut éduquer encore plus les gens? Absolument. Mais avant d'aller là, j'avais envie qu'on aborde le terme que tu as employé, entre autres, négocier. Puis on avait cette discussion-là ensemble, puis c'est la première fois que j'entendais parler de ce que c'est négocier, de la façon dont tu le disais, puis je me disais, mais c'est applicable partout. Absolument. D'où l'intérêt d'en faire un podcast. Donc, il y a ton histoire de persévérance scolaire, de chemin, tu sais, passer par Rome pour aller à je sais pas trop où, là, mais clairement, tu as fait des détours. Oui. Puis, de la négociation, je me disais, OK, dis-moi ce que c'est négocier pour toi. Le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut être en bonne position pour négocier, c'est avant tout de se taire et d'écouter.
parce qu'on aborde souvent la négociation en se disant « je vais sortir tel argument, je vais dire telle chose, je vais dire telle chose ». Mais comment négocier efficacement quand on ne connaît pas le point de vue de l'autre? Parce que on peut se faire plein de scénarios, mais ils vont toujours être échafaudés sur notre perception, nos propres biais. Donc, il faut se méfier de soi et pas projeter notre position à l'autre. Et c'est là, souvent, la clé. Parce que l'être humain, même les gens qui se disent cartésiens, l'être humain est un être d'émotion. Donc, souvent, c'est les émotions qui vont prendre le dessus, c'est l'ego qui va parler fort, mais en prenant soin d'écouter, puis là, attention, là, de faire de l'écoute active. Pas juste de dire, bah, j'ai écouté ces 2-3 arguments, puis je me prépare. Non, 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 non. En écoutant sincèrement, on peut déceler que peut-être que tes intérêts sont même pas à la même place que les miens. Fait que peut-être que le deal d'emblée est win-win. Parce que ce que tu veux, toi, c'est même pas ce que j'ai besoin, moi. Puis ce que j'aime, Maude, c'est que c'est applicable partout. Oui, on a la future avocate. Moi, j'ai la future avocate devant moi, la parajuriste, celle qui deal des contrats de plusieurs millions de dollars ou qui contribue. Mais j'ai aussi la mère de famille. Puis c'est comme si je me dis, OK, mais quand je négocie avec mes enfants, c'est rare que je les écoute en premier. C'est drôle parce que l'approche est valide autant en affaires qu'avec ses enfants. Oui. Et moi, personnellement, j'élève mes enfants depuis qu'ils sont petits en les incitant même à me négocier. C'est vrai? Parce que négocier, c'est perçu négativement. Négocier, c'est vu comme 2 béliers qui se rentrent dedans. Mais en fait, ça ne devrait pas être ça. Négocier en mode bélier, ça met l'autre sur la défensive, ça met l'autre dans une position de fuite ou de combat. Tandis que quand c'est une négociation qui est établie sur une relation de respect, sur une relation de compréhension, bien souvent, on va réussir à aller chercher surprenamment facilement ce qu'on veut obtenir sans que l'autre se sente lésé. Exemple, avec ma fille de 9 ans, je lui achète un manteau, le manteau qu'elle veut. Il est assez funky comme manteau, mais c'est celui-là qu'elle veut. Super. Elle est fière de son manteau, puis elle le met tout de suite pour aller à l'école. Puis je sens dans les jours qui suivent qu'elle évite de le mettre. Fait que là, je peux prendre la position de la mère en autorité et dire « Tu m'as fait acheter un manteau, tu vas le mettre. » Je dis « Victoria, qu'est-ce qui se passe? Y est-tu arrivé quelque chose? Il me semble que tu l'aimais beaucoup, ton manteau, là. Tu l'aimes plus. » Fait que pour finalement la faire se confier qu'il y a une petite amie à l'école qui l'a taquinée. Fait que là, je dis, ben, est-ce que cette personne-là, ça se peut qu'elle vive de la jalousie? Est-ce que tes autres amis ont critiqué ton manteau? C'est juste elle. Fait que bref, une longue conversation de 20 minutes avec ma fille pour que finalement, elle me dise, sais-tu, maman, moi, je l'aime vraiment, mon manteau. Fait que je vais le mettre. Fait que j'aurais pu exercer mon autorité de mère en disant, tu vas le mettre, puis c'est tout. Mais finalement, je l'ai juste amenée à ma position en la sécurisant puis en la faisant parler. Même résultat. Même résultat. Puis quand tu dis, puis tu es à la tête d'une famille reconstituée, donc de la négociation, il va y en avoir. Quand tu amènes, il y a l'exemple de ta fille, as-tu d'autres exemples où tu amènes tes enfants à négocier, tu amènes tes enfants? Je trouve tellement que c'est une belle façon d'éduquer parce que tu les amènes à prendre parole, à donner à ce qu'ils donnent leur point de vue. Bien, c'est qu'en fait, je leur dis toujours, moi, quand je vais te dire de faire ou de ne pas faire telle chose, je vais toujours te dire pourquoi. Je vais jamais terminer la conversation avec un « parce que je suis ta mère, puis c'est comme ça, puis c'est moi l'adulte ». Je vais toujours te dire c'est quoi ma position. Si tu n'es pas d'accord, je t'invite à me le dire. Puis peut-être, je dis pas que ça va arriver, mais peut-être que tu vas réussir à me rallier si tu as des bons arguments, que ça se tient, que c'est intelligent et ou que j'ai pas tenu compte d'un sentiment que tu aurais que je suis pas au courant. Fait que si ma décision ne fait pas ton affaire, mais tu sais sur quoi elle est basée, puis je t'invite à me dire ton point de vue à toi, puis on pourra en discuter. Fait que la discussion n'est jamais fermée avec les enfants et ils le savent, puis je le dis souvent. Est-ce qu'ils ont déjà réussi à t'amener des arguments que tu n'avais pas envisagés, que tu n'avais pas vus et que ça a fait en sorte que tu es oui. C'est vrai? Oui, ça arrive. Ben oui, ça arrive. Mais ça fait que les enfants ne perçoivent pas la négociation comme quelque chose de conflictuel.
Puis c'est pas comme ça que ça devrait être non plus. C'est pas du conflit. La négociation, c'est de la communication, c'est du dialogue. Fait que les enfants le vivent comme ça au quotidien. Fait que quand ils arrivent dans des situations externes, ben ils vont aussi tenter ce dialogue-là pour Ils sont en mesure de l'appliquer avec leurs amis ou avec les gens de les plus vieux. l'extérieur? Les plus vieux, oui, je comprends. Peut-être à 6 ans, ou peut-être c'est peut-être pas le moment, mais ils sont déjà plus ouverts à qu'est-ce fait. que ça peut être, la communication. Quel cadeau incroyable tu leur fais. À l'empathie aussi, à prendre conscience que l'autre peut avoir des sentiments qui sont pas les mêmes que nous. Fait que ça fait des enfants, c'est ça, qui sont très, très à l'écoute des autres, très empathiques, puis qui veulent aller vers l'autre puis établir une relation. Tu peux enseigner ou tu peux être coach parental. On dirait que tu peux faire absolument tout avec ce que tu as expérimenté jusqu'à présent. Ça, moi, je serais fascinée. Moi, j'aurais vraiment pris dans le temps où je n'étais pas capable de négocier puis que j'aurais préféré dire « C'est moi ta mère, écoute-moi ». J'aurais sincèrement pris tout ton knowledge puis ta sagesse que tu transmets. Bien, c'est que c'est extrêmement difficile les premières fois de mettre son ego de côté puis de pas pogner les nerfs. Ça nécessite de respirer, puis les gens, souvent, vont laisser l'émotion monter puis les envahir. Fait que de prendre une pause, de dire hey, « je vais aller me chercher un verre d'eau, ce sera pas long ». Juste, non, on garde le contrôle, on revient, on écoute jusqu'au bout pour vrai. Cet exercice-là est extrêmement difficile à maîtriser, mais quand on voit ce que ça réussit à donner, là, ça devient intéressant. En tant que parajuriste, est-ce que tu as vu ta différence aussi dans ton écoute? Où est-ce que tu es allé chercher ça, ces filons-là qui sont si importants? Bien, écoute, ça part plus de l'ado difficile que j'ai été que de l'expérience professionnelle. C'est vrai? Parce que moi, me faire dire, parce que c'est comme ça, puis c'est de même, ça marche, puis ça va être tout. OK. Mais mettons, je suis pas d'accord, c'est à qui je me plains. Fait que c'est beaucoup de ma propre aversion à l'autorité stricte et rigide que j'ai commencé à avoir des réflexions là-dessus. Puis c'est sûr que, bon, en vieillissant, en gagnant en expérience, en étudiant des situations de la vie professionnelle, en voyant du monde littéralement pogner les nerfs, puis péter les plombs. Une situation qui n'avait pas à être aussi conflictuelle, tu te dis, attends, est-ce qu'on aurait pu faire les choses autrement? Puis c'est sûr qu'après ça, on se forme. Tu sais, oui, il y a des techniques de négociation plus pointues qu'on peut utiliser dans certains cas précis, mais ça reste que la base, c'est d'écouter puis d'avoir une réelle envie de créer une relation. Puis en business, c'est comme ça. Tu vas avoir une relation durable avec tes collaborateurs, avec tes fournisseurs, avec tes employés. Ça donne rien de négocier comme l'ancien vendeur de balayeuses qui voulait t'arracher un oui à tout prix. Oui, tu vas l'avoir, ton oui, mais ça va pas être une relation qui va être pérenne. Fait à quoi ça te servait de soutirer un oui comme ça? T'sais? Fait que c'est pas ça qu'on veut obtenir. Ouais. Écoute, je suis juste vraiment curieuse. Tu as soulevé le fait que ton mari t'accompagnait, ton chum, ton partenaire, avec qui tu as le cabinet d'avocat. Il est avocat de formation. Tout à fait. Et il va avoir bientôt la future avocate aussi, la parajuriste. Je suis juste tellement excitée de dire future avocate que je vais le dire le plus souvent que je peux. Là. Maître Maud Simard. Quand vous négociez, est-ce que vous négociez aussi dans votre relation? Est-ce que vous êtes aussi à l'écoute un de l'autre quand on est en situation comme un peu plus serrée? C'est très drôle parce que souvent, on est perçu, les avocats puis les gens qui gravitent dans ce monde-là, comme des gens qui vont être très, très rentre-dedans, tu sais. Puis on est deux personnes tellement non conflictuelles, puis très ouverts au dialogue, puis on a une très bonne communication. Fait que dans les faits, je suis même pas sûre qu'on s'est déjà chicané. Ouais. Écoute, t'as dit ça, j'ai moins aimé ça, est-ce qu'on peut en parler? On va vraiment être vraiment dans la communication. Puis je me suis sentie comme ça, mais je peux concevoir que toi, tu le vois peut-être pas comme ça. Peux-tu m'expliquer un peu? T'sais, fait qu'on est vraiment très médiateurs les deux, en fait. C'est incroyable. Puis convaincre aussi, tu m'as dit quelque chose que j'ai vraiment aimé. Convaincre, c'est pas négatif. Des fois, on veut tellement convaincre, tu sais, ça vient avec une connotation. Tu sais, je l'ai convaincu ou pour toi, c'est pas ça convaincre. Que ce soit encore là dans le personnel, dans le professionnel, au niveau légal, c'est la même chose. C'est applicable partout, cette conversation-là. Bien, absolument, parce que convaincre, des fois, ça veut juste dire éduquer. Parce que
en te faisant parler, en ayant cherché ton point de vue, tes sentiments, ton background, je peux me rendre compte qu'il y a une partie de l'information que tu n'as pas. Je peux me rendre compte que le milieu d'où tu viens t'a enseigné telle chose sur tel sujet, alors que dans les faits, c'est une supposition qui est erronée. Fait que je peux éduquer sur certains points ou juste te faire voir une possibilité que tu n'avais pas vue. Parce que quand tu as le nez collé sur le mur, ça se peut que tu ne vois pas ce qu'il y a à ses côtés. Fait que moi, je peux t'amener un point de vue complètement différent, mais je dois à tout prix connaître le tien. Fait que je peux te ramener sur mon point à moi complètement, sans compromis, mais sans que tu le vives, toi, comme un échec. C'est juste, hey, j'avais pas pensé à ça, tu as raison. Oui. J'ai entendu quelque chose cette semaine dans un TED Talk sur les questions. Puis le gars, il parlait du dialogue, qui n'est jamais réellement un dialogue, qui est beaucoup plus une compétition de monologue. Et ça m'a rentré dedans comme un coup de 2 par 4 cosmique. Combien de fois est-ce que la personne va parler, puis on va pas aller avec des questions supplémentaires. On va comme prendre le témoin. Je fais comme si c'était une course à relais. Là. Je sais pas si vous allez capter. C'est toi, tu prends... je pars avec, et là, je pars à courir, puis je fais juste dire qu'est-ce que je pense. Je m'intéresse pas à toi et je te questionne pas. Fait que quand tu parles de convaincre, c'est éduquer. Ça veut dire qu'on va communiquer, puis on va échanger. Tout à fait. Mais la méthode à laquelle tu fais mention, pour moi, c'est un dialogue de sourds. Oui. Ça n'a pas de façon de donner un bon résultat. C'est une guerre d'ego. Oui. Tandis qu'en prenant le temps vraiment, sincèrement, d'écouter ce que l'autre a à dire, souvent, on va trouver la solution. La solution va sortir d'elle-même. Puis en établissant une relation de confiance, justement, où je te rentre pas dedans comme un bélier, ça fait « Ah, mon Dieu, je me sens considérée, je me sens écoutée. » Bien, je suis plus ouvert aussi. Fait qu'on peut être sur des positions diamétralement opposées. Ça se peut que je t'apprenne rien de nouveau puis qu'on ne soit pas d'accord, mais ça va quand même favoriser un climat pour arriver à s'entendre. C'est sûr que si je fais juste te marteler mes arguments en ne tenant pas compte de ce que tu es en train de me dire, ça va être un deal breaker. Tu parles de ça, puis je fais juste voir partout où est-ce qu'on peut l'appliquer. Je suis tellement contente qu'on puisse l'appliquer partout, cette conversation-là, en disant, OK, attends, quand on commence à mitrailler nos enfants, notre conjoint, quand on mitraille nos partenaires d'affaires, quand on mitraille nos parents, nos beaux-parents, ou peu importe, on n'est jamais en position de négociation, d'écoute, d'ouverture. C'est, à ma foi, et légal et du développement personnel que tu fais. Possiblement. Possiblement. Je l'avais pas vu comme ça. Je suis pas mal certaine. Mais tu sais, puis des fois, ça vient sur des besoins vraiment de base. Exemple, avec ton chum, toi, t'arrives le vendredi soir, t'as envie d'aller au souper au restaurant, puis de faire une super soirée avec ton chum. Ton chum, il dit « Ouf, il y a du hockey à soir. » Puis là, tu dis « Oh, c'est bien, tu m'aimes pas. » Puis peut-être que le gars, il a eu une journée épouvantable au bureau, puis qu'il a juste envie que le bruit s'arrête, puis là, toi, t'en rajoutes. Fait que tu peux réussir à l'amener au resto de force, puis ça va être désagréable à souhait. Exactement. Ouais. Ou dire, ça a-tu bien été ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, ben là, je vois que tu n'es pas nécessairement ouvert à ça. Tu pourrais te ramasser avec, hey, sais-tu, je pense que ça va me faire du bien. Allons donc prendre un... Il y a plusieurs façons d'obtenir ce que tu veux. Wow. J'adore cette conversation-là. Je trouve que ça me fait fleurir intérieurement. Merci pour ça, futur maître Maudissima. Hey, justement, on va parler de tout ce que tu connais au niveau du droit des affaires. C'est ta zone de génie. Oui. Et tu t'es rendu compte qu'il manquait énormément d'éducation auprès des entrepreneurs. Oui, bien c'est ça. Évidemment, je fréquente beaucoup de cercles d'affaires, je fréquente beaucoup d'entrepreneurs dans plusieurs réseaux différents. Puis quand j'évoque ce que je fais comme travail, mais j'avais souvent les mêmes questions qui revenaient, puis des questions pas nécessairement très complexes, à tout le moins pas pour moi, mais je me rendais compte que, il y a beaucoup de formations sur le marché qui va adresser le mindset, qui va adresser le marketing numérique, qui va adresser le positionnement sur les médias sociaux, les tunnels de vente. Mais à quel moment est-ce qu'on se fait parler de sa comptabilité, de sa structure d'entreprise, de sa structure RH? Hey, j'ai besoin d'embaucher un employé. Je fais comment?
il y en a beaucoup qui ne savent pas comment faire dans les faits. Tu as des déductions à la source, il y a un certain nombre de choses à faire. C'est difficile de trouver cette information-là. Donc, l'idée de créer une formation pour les entrepreneurs est née de ce besoin-là que j'ai vu sur le marché. Fait que j'ai créé les impératrices pour ça. Donc, il y a des blocs de formation qui sont préfilmés, puis c'est pas moi qui donne toutes les formations, là. J'ai un fiscaliste, j'ai un comptable, un avocat, évidemment, spécialiste en ressources humaines. Tu sais, je suis allée m'entourer avec mon réseau d'affaires à moi pour donner de l'éducation aux entrepreneurs. Puis, à chaque mois, je parle à ma gang, il y a un Q&A avec moi. Avez-vous des questions? Avez-vous bien compris? Ah, telle notion, je ne comprends pas trop. Peux-tu m'expliquer un peu plus? Parfait, on va en parler. Fait que j'essaye vraiment de transmettre ces connaissances-là au plus grand nombre d'entrepreneurs possible. Ça leur permet d'être assis sur des bases tellement plus solides parce que les entrepreneurs, c'est des artistes formidables, c'est des gens créatifs, mais on n'a pas tous passé par le HEC avant de se lancer en affaires, puis c'est normal. Puis on y pense pas. Non. Bien souvent, on va se dire, ben non, j'en ai pas besoin parce que, tu sais, puis je te disais mon point de vue intéressant sur embaucher, par exemple, une avocate en droit des affaires. Je dis, oui, mais j'ai pas une entreprise de multimillions, j'ai pas une entreprise en construction. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Mais il y a peut-être des zones, des angles morts que j'ai pas vus dans ma business. Ben oui, puis c'est aussi, Nono, que les gens vont avoir besoin de nous la fois où ils se font pas payer. Avais-tu un contrat client? Ben non, pas vraiment. Un exemple, le contrat client, il sert, oui, à établir un prix, mais il sert à établir des modalités de paiement, puis une entente écrite, puis il y a un certain nombre de choses qu'on va prévoir là-dedans, puis ça va protéger l'entrepreneur. Fait que souvent, ben ça marche avec des poignées de main, puis à un moment donné... Ben, quand on s'entend bien, tout va bien. Tout à fait. Ça, c'est facile. Mais le contrat de sortie, des fois, il est aussi important à... C'est comme un contrat nuptial. On se divorcera pas, on s'aime. Oui, c'est ça. Sais-tu quoi? On va s'asseoir pendant qu'on s'aime, puis on va parler de la fin. Mais en business, c'est la même chose. Oui, puis la mémoire s'efface avec le temps aussi. Tu sais, me semble qu'on avait dit ça, v'là 1 an et demi, me semble. Fait que les points de vue peuvent être biaisés après l'écoulement du temps aussi, tu sais. Ben là, il me semble que je pensais que la fin des travaux, c'était pour janvier. Non, c'était le début des travaux. T'sais. Fait que c'est le genre de malentendu qui n'arrive pas quand c'est écrit. Puis je voudrais faire le parallèle encore avec la famille. Peux-tu faire ça avec nos adolescents, des contrats comme ça? Je pense que ça pourrait être intéressant, non? C'est pas nous qui allons les rédiger, mais oui, ça se pourrait. On pourrait peut-être avoir un téléchargement. Contrat signé pour l'adolescent qui décide de rester au-delà de ses 22 ans. C'est bon, ça. Oui, bon, on va les faire signer. Quelles sont les contreparties à être nourri, logé? Quoi d'autre est possible? Tu me parlais aussi de ton bureau d'avocate. Hein? Laisse-moi juste retrouver le nom. Cabinet Laforêt Stratégique et Droit des affaires. Tu parles vraiment beaucoup de stratégie. Et tu me disais que vous faites affaire avec toutes sortes d'entrepreneurs, dont certains Absolument. qui ont des grosses business avec des gros chiffres d'affaires. Et tu as vu des histoires qui finissent mal. Il y en a qui finissent bien, là. Il y en a qui finissent mal parce qu'ils ne sont pas allés voir un avocat assez rapidement. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, tu amenais le point. Tu disais, est-ce que je suis assez avancée dans mon entreprise pour aller voir un avocat? La réponse, c'est tu peux jamais venir nous voir trop tôt. Au pire, on va faire un appel de 15-20 minutes avec toi puis te dire, bon, bien, garde, présentement, tu n'as pas besoin de nous. Quand tu vas être rendu à telle place, rappelle-nous. Fait qu'au moins, ça donne un horizon de qu'est-ce que je dois faire, je suis bien alignée, je suis correcte. Nous autres, ça ne nous prend pas énormément de temps, puis ça nous fait plaisir, alors que dans certains cas, les clients attendent tellement, ils essayent de se débrouiller, ils essayent des affaires, puis des fois, ils vont rempirer leur cas en ne le sachant pas. Fait que quand ils arrivent dans notre bureau, il est trop tard pour une restructuration, il est trop tard pour agir, le trou est creusé trop creux, on peut juste les enligner, dans certains cas, en insolvabilité, puis c'est pas ça qu'on souhaite, t'sais. Fait que, évidemment, quand on a un appel de « ça commence à partir un peu de travers », généralement, on a quelques petites choses à faire, puis on réussit à remettre ça sur le bon chemin, t'sais. Donc, c'est demander de l'aide. C'est comme si un peu l'avocat, il est là comme coach aussi. Absolument.
Absolument. C'est pour ça qu'on a appelé le bureau La Forêt Stratégie et droit des affaires, parce qu'il y a un grand bout de ce qu'on fait qui n'est pas du droit, c'est de la stratégie d'affaires. Fait qu'on va être capable de dire à l'entrepreneur, ben as-tu pensé à tel aspect? As-tu approché telle institution, telle personne? Savais-tu qu'il existe une subvention pour ça? Ça, c'est pas du droit, c'est de l'expérience en affaires parce qu'on en a vu beaucoup. Fait que ça va de pair avec notre métier principal qui est de rédiger les contrats puis de rendre des avis juridiques, mais ça reste qu'il y a beaucoup autour de ça. Puis ça fait que nos clients, généralement, on les accompagne pour beaucoup d'années, puis on ne travaille pas nécessairement dans leur bureau à chaque semaine, mais quand il arrive une nouveauté, ils nous appellent. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est tout. Ton objectif, ta grande vision, autant pour ton bureau d'avocat que toi avec les impératrices, c'est quoi? Bien, c'est qu'en fait, je veux rendre le droit accessible le plus possible au plus grand nombre d'entrepreneurs possible. Je veux rendre la stratégie d'affaires le fun, pas compliqué, en fait, pas compliqué, pas stressante. Je veux rendre ça excitant. Je veux faire voir les possibilités. Donc, je veux démocratiser ce qu'on fait. Oui, j'avais le mot hiérarchie, Mm. mais ça serait difficile de dire déhiérarchiser un peu le droit pour le rendre hyper accessible et éduqué. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça passe beaucoup par l'éducation parce que c'est perçu comme intimidant. Tu sais, des fois, les gens arrivent dans notre bureau puis sont assis tout droit, puis on fait peur, alors qu'on ne devrait pas. Mais tu as raison, Mm. c'est comme intimidant. Puis si je pense à Mm. un avocat, bien, des fois, ça veut dire que j'ai un problème, je me divorce, j'ai un ennui financier. On dirait que tu vas voir l'avocat, c'est en reculant puis en disant « fuck, je suis rendu là » ou « oups, désolé, je suis rendu là ». Mais sais-tu quoi, des avocats en droit des affaires comme nous, notre job, c'est que ça ne chicane pas. Wow! C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Donc, on se rend compte quand ça va bien. Exactement. On signe les documents quand ça va bien. Toujours. On négocie aussi quand on est détendu. Ouais, exactement, exactement. C'est sûr que quand on ne peut pas éviter, dans certains cas, d'aller vers des litiges, mais plus on prend ça tôt, moins on est empêtré dans l'émotivité, plus ça va être fluide. Mais c'est applicable encore là dans la vie de famille. Tout à fait. Avec une séparation avec les Oui. enfants, avec les Absolument. négociations avec les parents, les grands-parents, tout le monde. Je trouve que c'est tellement le fun de pouvoir faire un parallèle avec ton intelligence et ta finesse de nous rendre ça hyper accessible. Merci. Mais effectivement, quand on est... Mais tu sais, c'est dans n'importe quelle situation, quand on s'est empêtré dans notre émotivité, c'est difficile de porter un regard différent sur la situation. Fait que quand on l'adresse tout de suite, c'est des fois plus facile de venir à une situation qui est moins lourde pour tout le monde. Oui. Tu sais, je te vois habillée toute de bleu, tu as une posture d'impératrice, il y a quelque chose de comme hyper calme, assumé et incarné quand je te regarde. C'est vraiment ça que je vois, comme une espèce de glow in the dark, là, tu sais, t'as une espèce de... Est-ce que tu te vois des fois puis tu te rattrapes parce que tu aurais tendance à aller dans l'émotivité? C'est sûr. Moi, je suis à la base une personne qui est très, très sensible, très émotive. C'est sûr que dans mon travail, j'ai l'habitude d'avoir une certaine distance par rapport à ça. C'est sûr que quand on touche des sphères qui sont plus personnelles, faut que je me ramène des fois. Mais plus je vieillis, plus je gagne en sagesse là-dessus aussi. C'est sûr qu'on compare Maude de 38 ans puis Maude de 20 ans, les réactions sont pas pareilles. Pas tout à fait. Dis-moi, moi, j'ai hâte de t'appeler officiellement Maître Simard dans 2 ans, 2 ans et demi. Est-ce que tu as déjà prévu une grande fête? Parce que c'est un sacré succès quand tu vas devenir avocate officiellement. Tu vas finir ton barreau. Oui, probablement par la force des choses, il y a beaucoup de gens qui évoquent, qui aimeraient fêter l'événement avec moi. Fait que oui, on va. T'es disponible pour n'importe quoi. Tout à fait. Je sais pas c'est quand, je sais pas c'est où, je veux juste te dire, je veux être là. Je veux juste célébrer avec toi cette grande persévérance, cette grande présence. Merci pour tout ce que tu nous as offert aujourd'hui. Et merci tellement à toi de m'avoir reçu. J'adore discuter avec toi. Ah, c'est fantastique. Merci d'impacter le monde et encore plus de toi, s'il vous plaît. Merci. À bientôt.
Bye.